Bon, merci à tous d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir venir parler avec vous de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est les logiciels. Vous savez, Roberto Di Cosmo, vous voyez, dès que j'ouvre la bouche, je savais bien que je suis italien tout de suite. Je n'ai pas réussi à perdre l'accent. Ça fait 30 ans que je suis en France, mais bon, bref. J'espère que vous me pardonnerez un peu. Donc, de quoi on va parler? Alors, si vous regardez autour de vous, aujourd'hui, vous voyez bien que les logiciels est partout. D'ailleurs, nous, programmeurs, sont une partie importante de notre société. Alors, les logiciels sont les moteurs de notre industrie, c'est les carburants de l'innovation, c'est un pilier de la recherche scientifique moderne, c'est aussi les médiateurs essentiels qui nous permettent d'accéder à toute information numérique. Voilà, et en plus, vous regardez bien, c'est aussi un instrument qui permet de manipuler un tout petit peu les élections. Ça, ce n'était pas prévu à l'origine, mais disons qu'effectivement, voilà. Donc, on peut dire qu'il y a pas mal de notre connaissance et de notre savoir-faire qui est aujourd'hui embarqué dans du logiciel. Donc, on peut vraiment dire que le logiciel est devenu une partie essentielle de notre patrimoine culturel. Mais quand on dit ça à quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, ils ont tendance à oublier un aspect essentiel, c'est que oui, les logiciels sont importants, ce sont les choses nous permettent de faire des tweets, de communiquer avec un copain, avec notre téléphone, mais pour réaliser des logiciels, il faut d'abord les écrire. Et quand on les écrit, on écrit du code source. Et c'est bien les codes sources qui contiennent ces connaissances, pas juste les logiciels exécutables. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, ce sont des observations qui existent depuis un moment. Vous voyez les messieurs dont j'ai mis en citation là-haut. Harold Abelson, c'est un professeur d'informatique à l'MIT qui a un certain âge, c'est lui qui a contribué à créer la Free Software Foundation, qui a contribué à créer Creative Commons, qui était à l'origine du petit projet qui s'appelait Scratch, qui est maintenant très utilisé pour apprendre la programmation au début à tout le monde. Et il avait écrit un livre qui était un livre super important quand j'étais encore sur les bancs de l'université, donc ça ne me rajeunit pas, hein, j'ai mis la date, comme ça, full disclosure, vous savez à peu près. Et il disait dans son introduction, vous voyez, les logiciels, il faut d'abord les écrire pour que d'autres personnes puissent les lire, et seulement accessoirement pour qu'une machine puisse les exécuter. Alors, vous allez dire, d'accord, en 1985, ça c'est un prof qui dit à ses étudiants, si je ne comprends rien de ce que vous avez écrit, vous aurez une sale note. D'accord, c'est pas faux. Mais il y a quelque chose de plus profond, c'est qu'en réalité, vous savez bien, si vous écrivez un logiciel et vous avez besoin de les modifier, aujourd'hui on les modifie très souvent, il faut quand même arriver à comprendre qu'est-ce que vous avez écrit il y a 2 semaines. D'accord, donc c'est important d'arriver à comprendre ce qu'on a écrit dedans. Alors, 1985, ça c'était un message qui était un peu dur à comprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de codes sources disponibles. D'accord, on ne voyait pas grand-chose. La plupart des codes sources étaient stockés dans des coffres-forts dans les entreprises. Heureusement, aujourd'hui, grâce au mouvement du logiciel libre, de l'open source qui a quand même complètement changé la façon dont nous développons du logiciel, il y a énormément de codes sources qui deviennent disponibles. Et si vous cherchez un peu, vous trouvez des choses qui sont absolument magnifiques. Donc, par exemple, je sais pas, est-ce que quelqu'un ici se rappelle encore Doom? Voir un peu. Ah, quand même, voilà, je ne suis pas les seuls vieux dans la salle, super. Donc, hein, et les programmeurs mythiques qui avaient travaillé pour ID Software à l'époque et qui avaient écrit Doom, c'est John Carmack. Et on attribue à John Carmack cette fonction que vous voyez là. C'est les calculs des 1 sur racine de x. C'est une fonction qui est très importante quand vous faites du 3D. À l'époque où il avait envie de sortir les jeux, les coprocesseurs floating point, c'est-à-dire numérique, n'étaient pas super efficaces. Donc ça prenait trop de temps, si vous appelez juste la fonction pour faire la 1 sur racine carrée. C'était une division flottante et une racine carrée flottante. C'était super cher. Donc vous pouvez tourner votre manette et les fusils ne bougent pas et vous êtes mort et vous n'êtes pas content dans les jeux. Donc du coup, il a trouvé une solution qui était plus intéressante. Donc vous voyez ici, dans les codes sources, qui est vraiment les codes sources qui est maintenant devenu disponible, c'est sous open source depuis 1995. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il prend un flottant. Number est un flottant, là-bas. Et après, il commence à faire des choses bizarres. Et heureusement qu'il y a des commentaires. Hein. Vous voyez, une ligne là, il y a marqué « Evil Floating Point Bit Level Hacking ». Donc, c'est une méchante manipulation au niveau des bits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, vous avez votre flottant. C'est en représentation IEEE 32 bits là-dessous. Il arrive, c'est sous la forme exposante mantis.
Et la mantis, c'est ce qui a après la virgule, c'est 1, quelque chose. Après, des histoires, si vous voulez faire la racine carrée de quelque chose, la chose simple, c'est calculer le logarithme en base des 2, après vous multipliez par moins 1 sur 2, et après vous refaites la manipulation inverse. Il faut faire quelques petits ajustements pour enlever l'exposant, et donc là, on arrive jusqu'à la ligne qui dit la chose que je ne vais pas prononcer, parce que sinon, ça va être censuré sur YouTube plus tard. Donc, vous voyez les commentaires là. Et un peu plus bas, il fait d'autres choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi il multiplie y par 3 sur 2, etc., etc. Mais heureusement, il y a un commentaire qui dit « première itération ». Ah, première itération, ça me rappelle quelque chose de quand j'étais sous les bancs de la fac il y a super longtemps. Et ça doit être la méthode de Newton pour approcher une fonction. Effectivement. Et donc, il fait les tests et après, en réalité, il faisait une deuxième itération, mais ça ne sert pas grand-chose. Donc, vous ne voyez pas trop la différence quand vous faites les jeux. Et donc, il est arrivé, il a fait ça. Et donc, cette fonction-là est une fonction mythique. Vous la retrouvez même, si vous allez rechercher ça sur Wikipédia, vous mettez juste 0x 100f 3759tf, vous tombez directement sur la page Wikipédia de la fonction. Bon, il y a d'autres exemples, d'accord, et pas les seuls. Mais essentiellement, c'est pour vous dire, ça c'est vraiment précieux, c'est de la conception qui prend du temps, ça fait quelques lignes, c'est super dur de comprendre, de les concevoir, et c'est précieux de les retrouver, de les comprendre plus tard. Et on ne peut les faire que si nous disposons du code source, et en particulier des commentaires, même si peut-être il faut passer un peu, effacer quelques petites gros mots qu'il ne faut pas trop faire passer. Et si on avait seulement les binaires, tout ça serait perdu. Donc, si vous voulez, pour résumer d'une certaine façon, comme il disait Leinstuste, qui est le directeur du board du Computer History Museum, qui est un endroit magnifique à Mountain View, dans lequel il essaie de reconstruire un peu des pans de l'histoire de l'informatique, les codes sources nous ouvrent une fenêtre dans la tête du programmeur, de l'architecte, de la personne qui a conçu un logiciel. Et c'est vraiment précieux. Alors, vous voyez, en plus, les codes sources, c'est quelque chose d'assez récent. Ce que nous faisons est une science, une technologie, une discipline qui est assez récente. On n'a pas beaucoup plus de 50 ans. Et en 50 ans, la croissance était spectaculaire. C'est-à-dire, il y a 50 ans, presque jour par jour, on mettait les premiers hommes sur la Lune. Et pour arriver à les faire arriver là-bas et pas se perdre dans l'espace, il y avait 60 000 lignes de code qui ont été écrites sous le pilotage de Margaret Hamilton, une dame incroyable qui est encore vivante aujourd'hui, et qui avait écrit à l'époque, quand on a écrit ces codes, on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On était dans les Far West les plus complets. 50 ans après, voilà. Et pour vous rappeler, mettre un homme sous la Lune, c'était 200 milliards de dollars à l'époque. Ce n'est pas tout à fait donné. Et les codes logiciels étaient une partie de ces coûts-là. 50 ans après, si vous regardez, les noyaux Linux, qui est juste une toute petite partie de la partie pile Android que vous êtes dans votre téléphone là-dedans, ça fait quand même 20 millions de lignes de code. Et on l'utilise régulièrement. Donc la vraie question est de savoir, est-ce qu'on prend soin de ces patrimoines précieux que nous sommes en train tous collectivement de construire? On pourrait se dire que oui, après tout, s'il y a une industrie fleurissante, c'est l'industrie de l'informatique, s'il y a des géants qui ont quantité d'argent pas possible, c'est bien dans notre domaine. Et pourtant, faisons un petit peu les tours, vous allez voir que la situation n'est pas si brillante que ça. Première chose, oui, les logiciels sont bien partout, dans un bon sens, qu'on l'utilise partout, mais aussi partout dans un mauvais sens, dans le sens qu'il est éparpillé un peu partout. Il n'y a pas un catalogue central de tous les logiciels. Nous utilisons tous plein de plateformes diverses et variées pour développer, pour distribuer du code. Donc, quand moi j'étais plus petit, je ne dis pas que je ne suis pas jeune, mais je veux dire, j'ai passé quelques années qui sont passées. Il y avait une plateforme qui s'appelait SourceForge, qui a un peu disparu maintenant. Après, j'ai eu pas mal d'étudiants. Toutes les fois qu'il y avait des étudiants, ils me disaient non, il ne faut pas utiliser celle-là, il y en a un truc super merveilleux, il faut que tu passes tout ton code dans un autre endroit. Donc, à un moment donné, je l'ai mis sur GitHub, par exemple. Il y avait Google Code, il y avait plein d'autres choses. Maintenant, il y a GitLab. Maintenant, la plus populaire, c'est GitHub, évidemment. Mais après, si vous regardez ce qui s'est passé, vous avez un bout de code qui était sur SourceForge, qui était bougé sur GitHub, après on l'a mis sur GitHub, donc finalement, pour les retrouver, ce n'est pas super facile. Donc on n'a pas de catalogue. La meilleure façon pour retrouver du code aujourd'hui, c'est de demander un copain à la machine à café ou faire une recherche dans un moteur de recherche. Ce n'est pas un catalogue, ça. Et non seulement tout ça est éparpillé, donc on n'a pas quelque chose de centralisé,
Mais les logiciels, comme toute l'information numérique, finalement, est très fragile. C'est-à-dire, bien évidemment, vous pouvez perdre votre clé USB avec 150 Go des données et des sources, ça on le sait. Vous pouvez avoir une panne dans un data center, et ça c'est aussi une chose qu'on sait, c'est pour ça qu'il faut faire des backups. Il ne suffit pas de faire des backups, il faut aussi vérifier que ça marche. Pour les gens qui ont suivi GitLab il y a un an environ, vous vous rappelez, il y avait 5 niveaux de backups, ils ont tous échoué un après l'autre, donc il faut aussi vérifier que ça marche. Mais plus récemment, on a trouvé quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a des attaques malveillantes dans lesquelles on essaye, par exemple, on pirate vos systèmes, on crypte tout, donc y compris votre code source, ou on détruit vos données. Et plus récemment, quelque chose qui est quand même surprenant, vous vous rappelez là, je vais donner une liste d'exemples. Gitorius n'existe plus, Google Code n'existe plus, ils ont été fermés il y a 2 ans environ, pour des décisions purement business. Ça c'est nouveau, on n'était pas habitué. On n'était pas habitué au fait que quelqu'un, d'un jour à l'autre, dise pas que finalement c'est plus intéressant, on ferme la plateforme. Sur Gitorius, il y avait 120 000 projets de développement en logiciel libre, sur Google Code, 1,5 million. Et enfin, la dernière chose, c'est que finalement, les logiciels sont essentiels, c'est vraiment partout, c'est même dans notre corps. Si vous avez un pacemaker, si vous avez des systèmes différents, c'est le logiciel qui contrôle votre propre vie. Donc, ça devient essentiel de garantir la qualité, l'absence d'erreurs graves dans les logiciels critiques. On se dirait qu'on devrait tous avoir une plateforme de recherche massive qui nous permet d'analyser tous les codes sources qui existent de façon systématique pour réduire autant que possible les erreurs et les défauts. Mais alors, malheureusement, autant les êtres humains ont réussi à se motiver pour dépenser quelques dizaines de milliards pour faire des infrastructures magnifiques qui nous permettent de regarder les étoiles. Là, par exemple, c'est une belle photo du télescope du désert de l'Atacama qui permet de regarder les étoiles. Et autant, on n'a pas réussi à mettre en place une infrastructure de recherche pour analyser les codes sources. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, il y a 2-3 ans environ, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, on a lancé un projet qui s'appelle Software Heritage. Donc vous pouvez trouver les sites web là-bas. Ce projet a comme mission précisément d'aller récolter tous les codes sources de tous les logiciels qui sont publiquement disponibles sur la planète, et si possible aussi les autres, de les préserver sur les long termes et de les rendre facilement accessibles, ces codes sources, pour tout le monde. Alors, ce n'est pas juste préserver les codes de l'Apollo 11, hein, ça c'est très intéressant pour les étudier pour les passés, c'est aussi pour analyser les codes d'aujourd'hui et nous aider tous à améliorer les logiciels qu'on prépare pour les futurs. Alors, comment faire ça? Il y a un petit papier qui est un accès ouvert, vous pouvez télécharger sous l'URL que vous trouvez sous ces transparents-là. On a posé des principes des bases. Un premier principe des bases, c'est moi, je suis assez vieux, j'ai appris la leçon, donc on fait une chose et on la fait bien. Donc, on construit une infrastructure qui collecte, préserve et partage les codes sources. Et on travaille avec tous les autres, donc avec les patrimoines culturels, c'est pour ça qu'on travaille avec l'UNESCO, avec les industries, c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous aussi, avec les chercheurs, avec les enseignants, pour faire en sorte que cette plateforme puisse être utilisée pour plein d'applications différentes. Si vous avez regardé sur les sites, on a quand même commencé à faire notre travail, c'est pas trop mal. Donc, on a déjà collecté à peu près 83 millions d'origines des projets en logiciel libre qu'on retrouve sur la planète. Et on a tout dédupliqué dans l'infrastructure, donc il y a à peu près 4 milliards et quelques centaines de millions de fichiers sources uniques pour à peu près 1 milliard de commits. Et pour construire tout ça, on a mis des piliers importants. D'un point de vue technologique, tout ce que nous développons est du logiciel libre, vous pouvez voir ce qu'on fait. La façon dont on travaille est transparent. Il y a des canaux IRC, des mailing lists, vous pouvez venir voir et discuter, tout le monde est bienvenu. On essaye de répliquer, sinon on veut faire des miroirs, on ne prétend pas qu'on est le meilleur du monde, on fera des erreurs, mais pour corriger les erreurs, on essaye de travailler avec plusieurs personnes en parallèle. Et pour ce qui concerne les contenus, on stocke toutes les données factuelles, c'est-à-dire on a tout l'historique des systèmes de contrôle des versions, et on veut construire une organisation qui n'est pas une start-up, hein, mais qui est une fondation non-profit avec plusieurs partenaires à un niveau international. Et donc d'ailleurs, la fondation va la créer d'ici 2 semaines, je pense. Comment ça marche? Je vais regarder l'architecture de ce qu'on fait, de façon très simplifiée, évidemment. D'un côté, vous avez plein de plateformes. GitHub, GitLab, les différentes distributions, les gestionnaires des paquets, NPM, toutes les choses que nous utilisons tous les jours. Et alors, on ne veut pas juste aller faire en copie un jour, on veut vraiment aller
faire une copie d'étudier tout ce qu'il y a dedans, mais aussi garder à jour l'information. Donc pour faire ça, il faut nous construire un adaptateur pour chacune de ces plateformes. C'est beaucoup plus compliqué de faire un archive du web, parce que dans les web, au moment où j'ai un standard, j'ai HTTP, HTML et les URL pour suivre un peu. Dans les plateformes, non. Chaque plateforme a sa propre API pour dire qu'est-ce qu'il y a comme contenu, et certaines plateformes n'ont même pas d'API. Donc on construit des adaptateurs, et après, une fois qu'on a construit ces adaptateurs, on a la liste de tous les projets qui sont sous chacune de ces plateformes. Mais là, ce n'est pas fini. C'est une sorte de tour de Babel à 2 étages. Donc non seulement il y a des protocoles différents pour chaque plateforme, mais après, dedans, vous avez du code qui est maintenu sous Git, sous Bazaar, sous Mercurial, des vieux trucs sur CVS, des choses qui sont juste des systèmes des paquets, des TAR, des zip, des paquets dans tous les systèmes divers et variés. Et donc, comme on se place dans une logique de long terme, c'est-à-dire on veut que tout ce qu'on collecte soit là pendant longtemps, c'est vraiment important de ne pas obliger tout le monde après avoir la bonne version de Git, la bonne version de Subversion, la bonne version de Mercurial pour aller relire tout ça. Donc, on fait, nous, le travail de tout adapter, on relit tout et on reconstruit un énorme, gigantesque graphe de Merkle, ou si vous voulez, si vous habituez, vous connaissez un peu comment Git fonctionne, c'est une sorte de graphe Git, mais au niveau de la planète, comme absolument tous les codes. Donc là-dedans, si vous regardez ce qu'on fait maintenant, on a automatisé les suites de GitHub, on a automatisé les suites de Debian, on a sauvé tout ce qu'il y avait dans Gitorious, on avait sauvé tout ce qu'il y avait dans Google Code. Donc, grand merci à l'Archive Team pour Gitorious et à Google pour Google Code qui nous a donné un coup de main pour avoir ça. On a tout l'historique des logiciels GNU et après, petit à petit, on va élargir avec votre aide, j'espère. Ce n'est pas si grand. Grâce au fait qu'on déduplique, ça fait un peu moins de 200 teraoctets donnés pour les contenus des fichiers et une dizaine de teraoctets pour les graphes. Et ça fait quand même un graphe qui est très, très grand. Et maintenant, juste pour vous, si vous pouvez noter cette URL-là, il y a un mot de passe, un utilisateur mot de passe, un utilisateur Devox, vous allez savoir pourquoi, et mot de passe 2018. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, chercher un peu. Donc, je n'ai pas le temps de vous faire un démo, parce qu'il reste peu de temps. Mais vous pouvez chercher à travers toutes les origines, vous pouvez faire du browsing des contenus, des répertoires, des révisions, etc. Vous pouvez voir les différences entre deux révisions. Ce n'est pas une plateforme de développement, c'est un archive, ce que je vous présente là. Mais c'est quand même un archive fait pour nous, pour des développeurs, pour des gens qui savent lire ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas juste des zips que vous retrouvez dedans. Et là, comme on a besoin, évidemment, de construire cette infrastructure pour le long terme, pour notre communauté, mais pour la société tout entière, c'est très important de faire émerger une prise de conscience de l'importance de ce que nous faisons, jour après jour, des logiciels que nous écrivons. C'est du vrai patrimoine de l'humanité, ce n'est pas juste un objet technique. Et donc là, on a fait un gros effort ces derniers temps. Donc, il y a 1 an, on a signé un accord avec l'UNESCO. Donc, il y avait l'INRIA, l'UNESCO de l'autre côté. Et dans la photo, vous voyez des personnes que vous... Donc, au moins la personne au milieu, je pense que vous la connaissez. À gauche, il y a Antoine Petit, qui était président de l'INRIA, qui est maintenant président du CNRS, et à droite, Irina Bokova, qui était la directrice générale de l'UNESCO, qui était remplacée par Audrey Azoulay. J'espère qu'on arrivera à voir elle aussi. Donc, dans lesquels on reconnaît l'importance de préserver et rendre plus disponible tous ces patrimoines. On a trouvé plein de monde qui partagent cette vision. Vous avez des logos qui vont vous parler. On a aussi besoin, évidemment, tout ça, ce n'est pas gratuit, on a besoin des ressources. Donc l'INRIA a mis énormément de ressources et d'énergie au début, et après, il y a des entreprises qui, petit à petit, se sont jointes à nos efforts. Vous trouvez Microsoft, Intel, la Société Générale, d'autres, même GitHub. Et là, si je peux vous envoyer un message, vous pouvez aider. Et on a vraiment besoin de vous. Donc, surtout sur la partie codage, notre code est tout en open source. Si vous voulez jeter un coup d'œil et donner un coup de main, vous êtes bienvenus. On a besoin de documenter pour que ça soit plus simple pour les autres de venir. On a besoin des gens qui aident à résoudre cette tour de Babel en faisant tous les adaptateurs pour tous les différents systèmes. On a une interface web qui est peut-être pas aussi flashy qu'on voudrait, mais donc vous êtes bienvenus à venir là. On a aussi de temps à l'autre l'occasion de recruter des gens. Il y a une offre d'emploi qui est en ligne. Si vous ne pouvez pas faire ça, allez convaincre votre compagnie à devenir un sponsor. Ce n'est pas compliqué, il y a les liens ici. Si vous pouvez faire à votre bon cœur, contribuer personnellement, depuis ce matin, vous pouvez donner sur les sites web du projet, sur Donate. Et si vous n'avez même pas envie de faire tout ça, au moins parlez-en autour de vous. Donc c'est vraiment très important de partager cette mission et faire reconnaître à tout le monde que ce que nous faisons ici, dans notre discipline,
ce n'est pas juste de la technique bas de gamme, c'est vraiment la nouvelle littérature du XXIe siècle. Donc pour terminer, dans les quelques secondes qui restent, c'est un projet qui est ouvert, c'est un projet qui est au service de tous. N'hésitez pas à partager cette mission, donc reconstruire en librairie d'Alexandrie de tous les codes qui n'ont jamais été écrits, et un CERN pour les logiciels dont nous avons vraiment besoin. Merci beaucoup pour votre attention.